dessinais ce matin en écoutant Lana Del Rey, enfin en écoutant mes playlists, et dans laquelle il y avait Lana Del Rey. J'ai retrouvé ce morceau qui est absolument génial, qui s'appelle The Next Best American Record, je crois, et sur un de ses derniers albums. Et un des intérêts du dessin pour moi, c'est que je me permets d'écouter de la musique en le faisant. C'est quasiment le seul moment où je m'autorise à écouter de la musique maintenant. Mais donc là, ça me met dans un état méditatif qui est assez exceptionnel, qui vaut pour lui-même, qui a une expérience en soi pour laquelle je serais prêt à payer si c'était pas gratuit. Et en plus, ça me permet de revisiter toutes les playlists que je me suis constituées à l'époque, et donc de revivre tout en dessinant, de méditer sur les moments que je vivais à l'époque où j'écoutais ces musiques-là. Donc en fait, tu as cette espèce de double bénéfice de dessiner et de revisiter tes souvenirs, ce qui est quand même, quand tu es dans un truc d'activité permanent, pas désagréable. Mais par contre, j'ai soulevé ma petite pile de dessins depuis que j'ai recommencé à dessiner. Parce que pour dessiner, il faut savoir, je vais en parler après, mais je fais des portraits. Donc j'ai soulevé les premiers portraits que je faisais quand je me suis remis à dessiner mi-avril là. Et je me suis rendu compte que j'avais régressé par rapport aux premiers dessins qui intervenaient quand même alors que j'avais pas dessiné depuis un an et demi. Mais force est de constater que ces premiers dessins étaient plus agréables à l'œil que ceux que j'ai fait ce matin. Alors que pourtant je suis régulier, j'ai l'impression de progresser. Donc je me suis posé la question de mais comment c'est possible quand même. Et en fait ce qui se passe c'est que les dessins que je fais sont plus précis mais sont plus moches que ce qu'ils étaient. Donc en comprenant ça, j'ai fait la seule chose qu'il y avait à faire, à savoir arrêter de dessiner. Je me suis posé et je me suis dit que j'étais arrivé à saturation. C'est-à-dire que je pense que les portraits que je fais, là, enfin je vais continuer à en faire un petit peu tous les jours, un peu comme on va à la salle. Mais j'ai retrouvé ce moment où ça me suffit plus en soi de faire des portraits, donc il faut que je passe à autre chose. Il faut que je retourne au dessin créatif, entre guillemets, au dessin spontané. Et donc généralement pour faire ça, je passe à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est de prendre un bouquin d'un artiste que j'aime et de commencer à le décortiquer pour essayer de trouver l'inspiration pour faire mes trucs à moi. Donc il y a eu la difficulté du choix du livre, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les bouquins. Et j'ai failli m'arrêter sur la monographie de Keith Haring. Et là, j'ai les paroles d'un bon ami qui ont résonné, lequel me disait mais t'as essayé de plus jamais regarder Keith Haring, alors que je lui parlais justement de mon problème qui était que ce que je faisais ressemblait trop à Keith Haring, alors que je regardais tout le temps Keith Haring. Donc j'ai pas pris Keith Haring. Et je me suis arrêté sur David Hockney, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et David Hockney qui est quand même pas le plus mauvais. Et puis surtout, j'avais un petit peu oublié, c'était le bouquin de l'expo à Pompidou, qu'il avait donné il y a quelques années. Et dedans, il y avait notamment ses dessins à l'iPad. Et ces dessins à l'iPad sont en fait extraordinaires, pour des raisons que je vais expliquer un tout petit peu après. Mais j'ai lu une biographie de David Hockney il y a quelques années, une biographie, je sais plus si c'est une biographie ou une autobiographie, qui est sortie il y a 5 ou 10 ans, mais c'est la biographie ou l'autobiographie consacrée. Et elle était bien, elle avait eu un certain succès. Mais surtout, il y avait ce truc dans la biographie qui était que il était un jour allé au vernissage d'une de ses expos avec sa mère. Et sa mère avait traversé, c'était pas une expo personnelle, donc elle était passée par d'autres salles du musée, je sais plus, enfin en tout cas il y en avait d'autres qui étaient exposées. Et sa mère a eu comme mot pour ce qu'il faisait quelque chose comme je crois que c'est ce qu'il y a de moins pourri de ce que j'ai vu. Enfin c'est pourri ce que tu fais, mais c'est quand même le moins naze. Et ça m'a fait considérer ma propre situation, parce que des fois j'ai l'impression que je suis pas reconnu à ma juste valeur. Et c'est vrai que cette phrase-là m'avait fait relativiser quand j'avais lu. Mais en tout cas, ce qui s'est passé là, en voyant ce dessin,
quelque chose de nouveau en voyant les dessins sur iPad, c'est que j'ai vraiment réussi à voir ce qui faisait que c'était extraordinaire. Il y a deux choses en fait. La première chose, c'est que j'ai réussi à voir ce que normalement j'arrive pas à faire. J'ai réussi à voir indépendamment de la technique. Et je me suis rendu compte que la technique m'empêchait de voir véritablement les dessins. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à trop maîtriser une technique, quand tu commences à trop t'intéresser à la technique parce que tu dessines, tu finis par être seulement regarder la manière dont les traits sont faits, la manière dont la composition est faite, la manière dont la lumière est posée, la manière dont les reflets sont faits, enfin tout ce que tu veux dans un dessin, mais tu l'acceptes plus dans sa globalité. Tu peux plus te le prendre comme un enfant qui le regarde, qui se pose pas de questions avant de se dire j'aime ou j'aime pas, mais qui lui en fait voit véritablement ce que, peut-être pas ce que l'artiste a vu, mais probablement ce que l'artiste a vu, ou en tout cas ce que l'artiste a essayé de faire voir, c'est-à-dire un monde, la représentation de quelque chose qui n'est plus ce que la chose qui était représentée. Je sais plus qui disait l'artiste reproduit pas le visible, il rend visible. Et en fait j'ai une approche beaucoup trop technicienne du dessin normalement. Et là, pendant quelques minutes, j'ai réussi à me détacher de ça et à regarder le dessin pour ce qu'il était. Et je pense que c'est parce que j'ai réussi à me reposer un petit peu de cette espèce de recherche de comment il a fait, comment est-ce qu'on fait le bon trait, comment est-ce que... Et à prendre le truc plus à face value. Et ça m'a fait pas mal de bien. Donc il y a eu ça. Et l'autre chose qui m'est apparue quand j'ai regardé les dessins à l'iPad, c'est en fait la force de Hockney, qui est double, qui est déjà de ne pas faire ce que font beaucoup d'artistes, à savoir aller jeter à la poubelle la technique quand c'est des artistes peintres généralement, parce que ils considèrent que l'ordinateur c'est de la merde et qu'une œuvre ça doit être une œuvre avec une aura au sens de Walter Benjamin, donc une œuvre unique, non reproductible, etc. Lui il te fait ses dessins, il en a rien à faire, il se pose pas de questions, il dit oh mais c'est génial, il attaque le truc, il doit avoir 80 ans ou 85 ans quand il attaque l'iPad et il y va comme un gamin pour le coup. Et il abandonne tout ce qu'il sait, enfin tous les petits crayons qu'il sait utiliser, tous les pinceaux qu'il sait utiliser, tout ce qu'il sait sur la peinture. Et il se dit bon alors attends, comment j'attaque le dessin sur l'iPad, et ce que je me suis dit en le voyant, et donc avec des outils qui sont l'équivalent de boxer avec une main attachée dans le dos pour un boxeur en fait, parce que c'est pas du tout son monde, c'est pas du tout son truc, mais il arrive et justement du fait de son, pas de son incompétence, mais il possède pas véritablement l'outil, là où la plupart des concept artistes vont connaître tous les pinceaux, Photoshop, Procreate, tout ce que tu veux, enfin ils vont savoir reproduire des aquarelles parfaites, où tu vas avoir l'impression que c'est pas fait avec un ordinateur. Lui au contraire, il embrasse complètement le côté brut de certains outils, et il te recrée quelque chose à partir de ça, et c'est complètement bouleversant en fait. Cette espèce de capacité en plus parce que c'est de nature morte généralement, à faire vivre une nature morte avec un médium aussi évidemment artificiel, numérique, froid, c'est incroyable. Enfin, il a dessiné des cheveux en faisant les cheveux un par un, en augmentant la taille du pinceau, mais c'est un pinceau gros avec dureté 100%, et pourtant ça marche. C'est-à-dire qu'en fait lui pour le coup sa vision, ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir être capable de voir le dessin, lui il fait ça en voyant le réel, et donc il est capable enfin c'est vraiment unique ce traitement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, c'est vraiment la brutalité de la confrontation entre l'outil qu'il maîtrise en gros comme un enfant et sa vision du monde qui est celle d'un génie. Et la rencontre entre les deux, ça fait des objets qui sont en fait extraordinaires. Bien que les thèmes choisis, ce soient des thèmes complètement quotidiens, enfin une fleur, un cendrier, ce que tu veux. Mais à la limite, un des trucs les plus impressionnants, j'ai trouvé, c'était sur le verre, ce qu'il arrive à faire transparaître de réalité du verre transparent, du cendrier ou d'une fenêtre avec des outils qui sont absolument pas faits pour faire ça, c'est particulièrement magique. Bref, mais tout est bien. Au niveau des couleurs, au niveau des compositions, c'est
des choix qu'il fait pour rendre tel ou tel objet, la manière dont il va traiter les feuilles, la manière dont il va traiter un ciel. De temps en temps, il va prendre un espèce d'effet, c'est limite pour faire des paillettes, et lui, il va réussir à te faire une brume avec ça, avec un toit de maison au fond rose, et puis dedans, il va te faire 3 branches qui n'ont rien à faire là, mais en fait, elles te vendent le dessin. Donc voilà, ça m'avait pas autant frappé quand j'avais visité l'expo, mais là ça m'est bien apparu. Donc mon but maintenant, ça va être d'essayer de... Alors ça va pas être de faire ça parce que moi j'ai pas la prétention d'aller embrasser ça, ce qu'il fait, parce que pour être capable d'aller traiter avec des nouveaux médiums comme ça, faut être soit complètement narcissique en se disant je peux toucher à tout, façon Jacques Attali, soit ou BHL, soit vraiment être extrêmement fort. Et moi, mon ambition, elle est beaucoup plus simple, c'est d'être capable de faire un dessin à la ligne qui soit à peu près cohérent, d'être bon à ça. Enfin, je sais pas, c'est d'être le meilleur que je puisse être avec un dessin à la ligne, en gros. Donc, tout en visant ça, et sans être incapable d'aimer ce qui fait l'intérêt de Hockney, je voudrais réussir à trouver la zone post-technique, essayer de rentrer dans le flow, tu vois, avoir cette espèce de moment où j'ai la spontanéité que j'avais quand j'ai repris le dessin sans l'avoir touché pendant 1 an et quelques, mais nourri par une espèce de maîtrise retrouvée par les exercices quotidiens que je fais. Et voilà. Et donc, depuis quelque temps, je me suis convaincu qu'on pouvait faire plusieurs choses, comme le mec qui fait de la musculation, par exemple. Au bout d'un moment, il n'a plus besoin d'aller 5 fois par semaine à la salle pour progresser. Il peut juste en faire 3 fois par semaine pendant 20 minutes, des bons exercices bien équilibrés, et puis il peut continuer à vivre sa vie, et ça va quand même être bien ce qu'il va faire. Mais et en fait, je me demande si l'argument est pas spécieux, et s'il faut pas parce que s'il faut pas quand même tout sacrifier pour arriver au résultat, d'être la meilleure version de toi-même dans le dessin en tout cas. Et donc, mais le problème c'est que si je fais ça, ça veut dire que j'arrête de lire, j'arrête de faire mes petites vidéos YouTube, j'arrête les jeux vidéo, j'arrête même éventuellement de m'intéresser à l'économie, je fous tout sur des ETF et puis j'arrête d'y penser. Et donc je sais pas si j'ai envie d'arriver là, parce que je sais pas, j'arrive pas à savoir si ça vaut la peine en fait de tout sacrifier pour arriver à quelque chose. Moi, tous les trucs dont je viens de parler là, et dont j'ai déjà parlé, c'est des choses qui m'intéressent, et c'est des choses que j'ai envie de continuer à faire. Et je sais pas si ça va nourrir ce que je vais faire dans le dessin, sachant que le dessin ce serait mon activité principale, ou en tout cas celle par laquelle j'ai envie d'exister, mettons, ou si c'est en fait tout simplement me mentir, accepter de me divertir et accepter d'être médiocre. Voilà. Et je regardais plutôt une vidéo sur, je crois que c'est Anthony Bourdin, un chef cuistot qui faisait des émissions de télé, qui était plutôt un mec bien, visiblement, aux États-Unis, qui est mort en 2018, jeune, à 62 ans. Et en fait, c'était un ancien drogue addict, mais très bon cuisinier, qui faisait ses émissions de télé, de cuisine, un peu partout dans le monde, et qui prenait beaucoup de risques à chaque fois en faisant ses émissions, qui avait aucune envie d'être quelqu'un de banal, et qui se moquait un peu, pas méchamment, mais des autres journaleux qui, eux, vont faire des émissions de télé qui ont qu'une seule trouille, en fait, c'est de perdre leur job, et qui donc te font des émissions consensuelles qui vont intéresser... Enfin, ils savent comment ça marche, mais ils font ça comme une espèce de recette, mais il n'y a pas la magie à l'intérieur. Et donc, lui explique qu'il préfère échouer brillamment en tentant quelque chose, plutôt que de faire un truc médiocre, mais safe, et de se conformer.
Et il avait aussi cette belle image qui était que de temps en temps, il faut risquer d'aller faire un mauvais repas, parce que c'était la bouffe son objet, plutôt que pour essayer d'arriver à un moment magique. Et voilà. Et donc c'est la question dans laquelle je suis en ce moment, c'est est-ce qu'il faut... parce que moi je suis plutôt dans le refus du mauvais repas, que dans l'acceptation du risque d'en faire un mauvais pour arriver au moment magique. Et bon, j'ai déjà pris quelques risques, hein, mais j'ai pas la vie du mec qui fait sa petite émission et qui a peur de perdre son job. Je pense pas qu'on puisse me refaire le reproche d'avoir peur de perdre mon job, mais voilà. En tout cas, je sais pas si ça te parle, mais je suis dans cette question-là aujourd'hui. Si tu te poses les mêmes questions ou si tu vois ce que je veux dire, n'hésite pas à m'en parler aux commentaires. Et si tu penses que je devrais opter pour le multitâche ou me concentrer sur quelque chose de particulier, tu peux me le dire aussi. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus. Ciao.